C'est avec un grand plaisir que j'accueille à présent Delphine Gardet. Elle est professeure ordinaire en histoire contemporaine à l'Université de Genève, directrice de l'Institut des études genre à la Faculté des sciences de la société. Elle travaille sur l'histoire du travail. Je pense à son premier livre, La dactylographe et l'expéditionnaire, histoire des employés de bureau. Les photos que nous a donné à voir Xavier Leroy y avaient toute leur place. Mais depuis, elle travaille aussi sur la politisation de l'intime. Un de ses derniers livres, Histoire politique du clitoris, paru chez Textuel en 2021. Et c'est, si je comprends bien, à la croisée de cette histoire des sciences genrées et de cette histoire de l'intime que se situe sa communication, ce que les sciences font au genre, ce que le genre fait aux sciences à propos de la reproduction médicalement assistée. Merci beaucoup. Et puis, pour moi, c'est un peu quand même un événement historique que je tiens à signaler, le fait que cette institution s'intéresse à des sujets tels que genre et sciences et convoque donc des scientifiques et des sciences sociales pour en parler. Peut-être que vous avez commencé à apercevoir le fait que ce champ existe depuis, en tant que tel, le champ genre et sciences, depuis près de 50 ans aux États-Unis, et qu'il a donc connu et été l'objet d'une série de travaux très importants dans différentes disciplines, en philosophie, en sciences sociales, en sociologie, en études genre, en études des sciences. Donc ici, Sandra Harding, With Science, With Knowledge, on a déjà été autour de ces questions. Qui est producteur, productrice de sciences? Qui peut faire des sciences? Pour quel type de sciences et quel contenu? Voilà quelques-uns des objets, des questions qui ont été envisagées depuis assez longtemps et qui ont donné des postérités et des travaux multiples avec de grands noms et de grandes auteurs qu'on saluera au fur et à mesure du chemin qu'on va parcourir. Alors ici, mon intervention va avoir trait à une question qui est plutôt de regarder donc comment on peut penser ce que les sciences font au genre, est-ce que le genre fait aux sciences, à partir des sciences de la reproduction. Donc dans un premier temps, en fait, je vais me pencher, donc, puisqu'on sait que les sciences contribuent à définir le genre comme réalité anatomique, biologique, sociale et politique, je vais essayer de voir encore en quoi ces conceptions de la différence de genre ou du genre, ou de ce qui a été donné comme la nature de cette différence, ont des effets ou sont liés à des théories de la reproduction, et comment ces théories de la reproduction, à leur tour, influencent la conception qu'on peut se faire du genre, ou ont des effets épistémiques et sociaux sur ce qui se produit en termes de sciences de la reproduction, donc du côté des sciences. Un deuxième aspect, donc ça sera plutôt le volet historique de ma proposition. Le deuxième aspect sera de se pencher, à partir de 2 enquêtes que j'ai co-dirigées sur des questions contemporaines, à la façon dont des aspects genrés continuent d'animer et d'être importants et d'être à l'œuvre dans les sciences procréatives contemporaines. Et donc, je regarderai, autour de 2 enquêtes, quelques-uns de ces aspects. Donc, il s'agira de regarder comment, en fait, les sciences dites dures ou biologiques, ont des effets sur les relations de genre et comment, à l'inverse, le genre a des effets sur le contenu des savoirs ou les possibilités de les produire et de le faire de nouveau, et encore une fois, à partir des sciences de la reproduction et de la question de l'accès à la reproduction médicalement assistée. Mais avant de faire ce chemin, je voudrais peut-être donc poser quelques jalons théoriques sur ce qu'il en est de la question que je pose au début, ce que les sciences font au genre, ce que le genre fait aux sciences, et donc en me référant au fond à 2 types de traditions, la tradition de l'étude sociale des sciences d'une part, et la tradition de la critique féministe des sciences ou des études féministes gays et lesbiennes de l'autre. Donc, dans les 2 cas, il s'est agi, dans ces travaux, de déstabiliser la frontière entre ce qui est donné comme relevant de la science et ce qui relèverait de la société. Et donc, les travaux qui ont été conduits dans ces 2 branches de savoir ont essayé de mettre en évidence la porosité des frontières qui sont classiquement définies entre la nature et la culture et qui ne sont pas questionnées en tant que telles. On a vu déjà que ces frontières peuvent être poreuses, qu'il y a des éléments de fragilité. Donc, ces travaux ont tenté de contribuer à faire voler en éclats la naturalité de ce qui est tenu comme étant acquis
quand on parle de nature et quand on parle de culture, ou quand on parle de sexe et quand on parle de genre. Donc je vais regarder d'abord du côté des sciences, de l'étude sociale des sciences, puis des études de genre, ce qu'il en a été. Du côté de l'étude sociale des sciences, on pourrait dire, sans parler de façon qui pourrait être entrée sur de mauvaises discussions de déconstruction ou de constructivisme, on dira simplement, en citant donc le philosophe des sciences polonais Ludwig Fleck, qu'on a donc la possibilité de réfléchir aux liens qu'entretiennent sciences et société en pensant à la métaphore de la rivière, enfin, du fleuve et de son lit. Et c'est une métaphore que je trouve très utile chez Fleck et qu'on peut donc essayer de comprendre. Il nous propose ainsi de dire, il nous suggère qu'on ne peut pas départager ce qui relève de la science et de la culture, puisque la rivière ou le fleuve s'écoule dans son lit et que ce lit lui-même se transforme et permet à la rivière de vivre. Donc si on avait une intériorité qui est la rivière et puis une extériorité qui est la culture ou le contexte, qui est le lit de la rivière, on voit bien que cette métaphore commence à nous permettre de comprendre la façon dont l'un et l'autre interagissent ou sont codépendants, on pourrait dire, sont cofaçonnés, comme on va le dire dans toute une série de traditions. Donc, ce social shaping of science and technology, c'est l'idée du façonnement social des sciences. Avec Donna Haraway, que nous avons traduit en français en son temps, on pourrait dire que la réalité n'est pas indépendante des explorations que nous en faisons, que la réalité, donc ce qui est donné comme l'objectif du travail scientifique, n'existe pas comme extériorité. Elle n'est connaissable que dans le commerce que nous entreprenons avec elle, et ce commerce signale déjà et toujours une impureté dans la situation du sujet de la connaissance, et une impureté qui relève donc d'une hétérogénéité de même ordre dans l'objet de la connaissance. Autrement dit, si je m'approprie Dominique Pestre commentant le grand livre de Bruno Latour sur Pasteur, donc un grand classique de l'étude sociale des sciences par Bruno Latour, donc je cite Pestre cette fois, « Ce qui compte comme savoir ou entité nouvelle dans l'activité de Pasteur n'est définissable qu'a posteriori, comme sont répartis a posteriori objet et sujet, contenu et contexte, nature ou fait de science et culture ou fait de société. » Alors, cet élément, donc, qui a été un des programmes, enfin, une des lignes programmatiques de l'étude sociale des sciences, on peut le retrouver autrement donc, dans les études féministes, qui ont en fait questionné d'une autre façon des aspects de cette idée de la métaphore de la rivière ou de l'interrelation, de la codépendance des faits de société et des faits de science. Anne Fausto-Sterling, dans son chapitre, un chapitre célèbre d'un de ses livres « Duel contre les dualismes », utilise, après la philosophe Elisabeth Gross, la métaphore de l'anneau de Möbius pour essayer de nous faire comprendre ce qu'il en serait d'une réflexion qui dépasserait la question de la rupture ou de la dichotomie entre science et nature. Dans Volatile Bodies, Gross examine les modes d'assemblage des corps et de l'esprit en prenant pour métaphore l'image d'une bande de Möbius. On peut en imaginer la surface en suivant le trajet d'une fourmi. Au début, la fourmi se trouve à l'extérieur du ruban, puis, à mesure de sa progression, elle se trouve sur la face interne du ruban. Gross nous propose de conceptualiser le corps, le cerveau, les muscles, les organes génitaux, les hormones, comme la face interne de la bande, alors que la culture et l'expérience en constitueraient la face externe. Mais on le voit, on le sait, à mesure de sa progression, la fourmi s'est trouvée en fait sur le même plan. Et donc la question du retournement ou de la mise en extériorité de la culture par rapport à la nature, ou ce qu'il en était tenu comme tel, se trouve abolie. Plus généralement, Volatile Bodies montre que le corps sexuel est socialement construit, que la biologie et la nature ne sont pas opposées ou en conflit avec la culture, que la biologie humaine est intrinsèquement sociale et qu'elle n'a pas d'origine naturelle ou pure en dehors de la culture. Ces deux mouvements, dans les façons d'enquêter, donc sur les sciences comme faits déjà et toujours sociaux, et sur la nature, le sexe et le corps comme déjà des faits déjà et toujours signifiés dans des histoires et dans des contextes, coïncident en large part. Ils sont, dans les deux cas, produits par le social et sont à leur tour productifs d'une certaine science et d'une certaine société. J'en viens maintenant donc au début de l'histoire que je voudrais vous introduire, qui est celle donc, de la question des représentations ou des formes d'expérience de la reproduction dans le long temps de l'histoire.
Donc, je vais rentrer donc dans le vif du travail et puis le faire en commençant par un détour du côté du masculin. Je me situe à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, à un moment où le tournant médical, scientifique sur le corps féminin a pour effet de rendre impensé, non investigué, le corps masculin comme corps sexué, génital et reproducteur. À cette période, en effet, et on le sait grâce aux travaux de toute une série de mes prédécesseuses historiennes, le sexe des femmes va être défini comme étant l'entièreté de leur être, hein, leur destin, et donc assimilé à un destin social. C'est notamment la condition médicale des femmes, hein, ce que va proposer la philosophie naturelle telle qu'elle a été étudiée par exemple par Geneviève Fraisse, qui va justifier, comme on l'a mentionné tout à l'heure, leur exclusion, l'exclusion des femmes de la démocratie. Le corps féminin, comme site de la différence, du sexuel et du reproductif, devient l'objet de prédilection des savoirs médicaux et occasionne l'émergence de plusieurs spécialités médicales, dont la gynécologie. Cette discipline va se détacher progressivement de l'ancienne médecine des femmes pour s'affirmer, donc en Grande-Bretagne d'abord, puis en France ou en Belgique dans les années 1880, en tant que telle. Et des travaux récents, par exemple, je pense à ceux de la thèse de Tommy de Ganck sur la gynécologie en Belgique, montrent à quel point cette spécialité vise les organes génitaux féminins et les maladies des femmes et favorise les pratiques chirurgicales. En fait, Tommy de Ganck montre que le terrain pelvien est l'un des grands enjeux et un des grands espaces d'expérimentation de la chirurgie contemporaine. Il exerce une véritable attraction sur les chirurgiens mâles de l'époque qui investissent les opérations gynécologiques, ovariotomie, hystérectomie, durant cette période. L'ovariotomie, en fait, est la première opération abdominale qui a été pratiquée en chirurgie. Et donc, c'est intéressant de réfléchir au fait que la science médicale générique, entre guillemets, s'est entraînée en opérant à un grand taux de mortalité d'ailleurs, et en s'essayant sur les femmes. Cette scène, gynécologique, cette scène d'instrumentation sur le corps des femmes, cette scène, donc ce désir scopique d'entreprendre et de transformer et d'analyser l'intérieur du corps des femmes qui est défini comme étrange, comme l'altérité, n'a pas d'équivalent sur les organes sexués et reproducteurs masculins, qui ne vont pas susciter de spécialité médicale en propre. Le masculin étant défini à partir de la fin du XVIIIe siècle comme universel, référent, n'est pas pensé comme sexué ni reproducteur. Il ne suscite pas la constitution d'une spécialité médicale, l'andrologie, comme pendant de cette médecine des femmes qu'est la gynécologie. La thèse récente soutenue par ma doctorante Camille Bageux, qui est parue en 2024, le confirme, tout en mettant en évidence les espaces de savoir et de pratique qui ont été mis en œuvre autour de la prise en charge des maux des hommes entre les années 1890 et les années 1970 au sein de disciplines telles que l'urologie, la vénérologie, la gynécologie aussi pour les questions de fertilité et l'endocrinologie. Alors, un point qui est intéressant durant cette période, entre la fin du au premier 19e siècle, c'est que d'autres aspects vont avoir une incidence importante et ils ont trait à des scripts sexuels dominants qui vont inspirer les conceptions savantes et vernaculaires de la reproduction humaine. En effet, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on pense, enfin en tout cas avant le tournant de 1800, on pense que l'orgasme féminin est nécessaire pour qu'il y ait procréation. Mais autour de 1800, les médecins commencent à établir qu'il n'est pas forcément obligatoire que la jouissance soit du côté de la femme pour que la reproduction humaine se produise. Ainsi, détachés de l'orgasme, l'espèce et la perpétuation de la nation peuvent continuer sans s'encombrer du plaisir des femmes. Et donc, je fais un petit clin d'œil à mon livre « Exit le clitoris » qui va disparaître pendant un bon moment, jusqu'aux années 50, 70, là je parle parce que je les étudie en Suisse, donc 70, il faut que je m'intègre bien, et 2000 avec les transformations que je reprends dans ce livre. Alors, à partir de ce moment-là, la femme anesthésiée
et passive peut concevoir, et l'ardeur sexuelle et l'élan génésique se définissent au seul masculin. Dit autrement, l'homme est la cause efficiente de la génération en tant qu'il produit la semence, le sperme, et la femme se fait réceptacle, un précieux vase qui peut donc accueillir cet impulse initial. Du côté du masculin, il en découle que puissance sexuelle et fertilité sont chez l'homme durablement confondues. En dépit des connaissances médicales disponibles, donc ici, là, je remets l'image de l'homme vigoureux, et qui commence à s'établir à partir de la fin du XIXe siècle, il demeure difficile, comme Camille le montre à partir des sources d'archives dont elle dispose, pour les médecins comme pour les patients, de dissocier le lien entre puissance et fertilité. À la Belle Époque, donc, on épargne les hommes en ne les informant pas de leur stérilité afin de préserver l'unité du mariage et de ménager leur virilité. L'agente médicale masculine se fait particulièrement empathique et compréhensive pour soigner le cas échéant, le malade à son insu et empêcher qu'il ne se tourne vers les charlatans dans un moment où le marché de l'impuissance et de l'infertilité masculine est très important dans ce premier XXe siècle. Le recours au microscope, à partir de la fin du XIXe siècle, et le diagnostic possible de la zoospermie, c'est-à-dire de l'absence de spermatozoïdes, permet ou non de stopper les investigations sans fin qui ont toujours lieu en premier et durablement sur le corps des épouses, traditionnellement suspectées d'être responsables de l'infertilité du couple. Ce que je voudrais donc dire, c'est que, essayer de pointer, c'est que cette dépendance technico-sociale a un coût sur le long terme. Côté masculin, le déficit d'investigation sur la génitalité masculine a pour conséquence une faible institutionnalisation du champ de la santé masculine et de moindres recherches et innovations dans la prise en charge des problèmes sexuels et reproductifs des hommes. Alors que le sperme devient central dans le développement de la procréation médicalement assistée dans les années 70, les connaissances sur l'infertilité des hommes demeurent limitées. Les initiatives dans le champ de la contraception masculine sont aussi autre effet de cette dépendance quasi inexistante de façon très durable. Ce qui avait un temps donc invité ma collègue sociologue et une grande spécialiste de l'histoire et de la sociologie des hormones, Nelly Woodthorne, à poser la question sociotechnique: pourquoi la pilule est-elle féminine et non masculine? En effet, côté féminin, à l'inverse, on a un investissement considérable, médical, institutionnel, de long terme, des traditions de métiers et d'investigation sur le sexe-corps des femmes, et ces dernières continuent de supporter une surmédicalisation en cas d'infertilité du couple. Et cette histoire n'est pas une histoire du passé, comme je vais essayer de vous le montrer juste ensuite. Ce que je voudrais donc dire à ce stade, c'est qu'on peut donc reprendre en fait les éléments que j'élaborais plus tôt. Le genre, en tant qu'il façonne les savoirs médicaux, a des effets épistémiques, institutionnels, médicaux et sociaux sur le développement des sciences, de la reproduction humaine en l'occurrence, et ces effets et ce développement a à son tour des effets sur la perpétuation de certains rapports de genre. Par exemple, ici, on va du côté de la question de l'ICSI, donc dans l'histoire des technologies de la reproduction médicalement assistée. Ilana Lewy, donc ma collègue professeure émérite à l'INSERM, historienne de la biologie, a travaillé donc sur l'injection intracytoplasmique de sperme qui a été mise au point comme technique en 1990 à peu près. Il s'agit d'une technique qui se différencie de la FIV, fécondation in vitro classique, par le fait qu'on injecte directement un spermatozoïde unique, donc sélectionné ou boosté dans un ovocyte, au lieu de mettre en coprésence dans un bain de pétri l'ovocyte et le sperme. Cette micro-injection, donc, qui a lieu avec une seringue, en fait, est faite sous microscope et elle a pour avantage principal de permettre de maintenir, de soutenir donc, des hommes infertiles et de maintenir la filiation biogénétique du conjoint masculin. Ilana Lewy interprète cette technique comme visant à soigner la défaillance spermatique et donc des problèmes d'infertilité masculine, mais ce soin a lieu sur le corps des femmes. Pourquoi ?
Parce que pour procéder à ce travail qui a lieu ici, qui à la fin est toujours une FIV, il faut en fait prélever des ovocytes qui nécessitent une stimulation ovarienne de la femme dont l'ovocyte va être fécondé. Et ça, c'est un geste qui est un peu plus compliqué à faire que de se masturber pour récupérer du sperme, puisque ça consiste quand même à passer au bloc opératoire et à faire un prélèvement chirurgical sous anesthésie. Donc, en fait, ce que j'essaye de montrer ici, c'est comment la logique propre aux technologies elles-mêmes a des effets, ou ayant intégré, ou étant dépendante de rapports de genre antérieurs, en fait, est productive à son tour, ou réitère des poids ou des problèmes de genre ou des inégalités dans la façon dont on traite certains problèmes ou dont on n'aborde pas certains autres. Donc, cette technique, et ici, elle est intéressante parce qu'une fois qu'elle a été validée, en fait, parce qu'il y a eu un moment où il y avait des conflits, il y avait des controverses sur l'innocuité de la technique, comme souvent quand il y a des technologies nouvelles, elle a permis, en fait, elle est devenue une technologie standard. Progressivement, les FIV classiques ont disparu et l'ICSI est devenu le golden standard de la fécondation in vitro, puisque c'est plus efficace, puisque ça permet de récupérer le sperme du donneur, etc. Enfin, du mari, etc., du conjoint. Et donc, ça a progressivement permis de débarrasser les couples hétérosexuels du problème que pose le donneur comme tiers dans le projet parental, tout en satisfaisant la prévalence de la filiation biogénétique, dont on pourrait dire qu'elle n'a pas d'évidence historique en tant que telle, au vu de la variété historique et anthropologique des formes de filiation et de parenté qui existent et qui ont existé dans les sociétés humaines. Il est des sociétés où on préfère l'adoption ou l'élection au sang, le biogénétique étant l'avatar, le dernier avatar de l'intérêt pour le sang, enfin, si on veut. Donc ici, on peut lire une réinterprétation technique, médicale, mais aussi sociale, de ce qui doit compter dans la reconfiguration des liens de parenté à l'époque contemporaine. Donc, la technique fait de la technique, avec la technique, mais elle fait aussi plus que de la technique, puisque en incorporant du social et des rapports de genre, elle fait aussi de la société et du genre. J'espère que vous voyez le lien avec ce que j'ai essayé de vous montrer avec mes métaphores de Möbius auparavant. Ainsi, et à l'heure où la nouvelle loi de bioéthique de 2021 ouvre en France le guichet de celles et de ceux qui, en dehors des couples mariés et des femmes hétérosexuelles célibataires, ont désormais le droit de recourir à la technique de procréation médicalement assistée, 30 ans d'ICSI, 30 années de recours à l'ICSI, ont contribué à démonétiser le don de sperme, qui a chuté de façon considérable depuis 1992, si bien qu'au moment où de nouvelles ayant droit à la procréation médicalisée, donc les couples de femmes lesbiennes et les femmes célibataires, lesbiennes ou hétéros, venant frapper à la porte des centres de procréation médicalement assistée, on se trouve face à une pénurie de gamètes masculines. Alors, je vais maintenant donc passer à la dernière partie du travail. J'ai encore du temps? Oui, ça. Donc, les frontières autour des questions beaucoup plus contemporaines encore de reproduction, donc, qui ont trait aux années qui nous sont contemporaines actuellement. Donc, si j'ai pu essayer de vous montrer comment les frontières du genre et les questions de genre sont au travail, dans le travail scientifique et réciproquement, dans le travail médical et biologique, je voudrais aussi vous montrer peut-être qu'avec les procréations médicalement assistées, il y a d'autres frontières qui sont déplacées, en dehors de celles de ce qui compte comme naturel ou comme technique, celles de ce qui compte comme vie, de vie soutenable ou de vie accomplissable, d'âge auquel on peut donc accéder à la possibilité de mettre au monde, voire de généalogie avec toutes les formes de parenté et de parentalité qui sont produites autrement. Ça, ce sont des éléments qui ont été beaucoup travaillés par en fait, les pionnières de l'analyse sociale de la reproduction médicalement assistée, que sont Adele Clark, Sarah Franklin ou Carrie Thompson, parce que, étonnamment, et en dépit de l'importance que revêt historiquement, anthropologiquement, ces transformations dans l'ordre de la reproduction humaine, ce sont les femmes qui ont été assignées épistémiquement et scientifiquement à l'analyse de ces questions, et c'est intéressant. Alors, on va rappeler qu'historiquement en France, comme dans la plupart des pays européens,
le modèle de référence qui structure le développement de la procréation médicalement assistée demeure celui de la reproduction dite naturelle, soit un coït fécondant entre un homme et une femme. Donc historiquement, quand on a commencé à introduire de la technique ou de la médiation technique à l'intérieur de cette entité qui était le couple conjugal et la famille, donc comme ça s'est produit dans les années 50-60 à partir de transferts de technologies qui pour l'essentiel étaient vétérinaires, donc évidemment qu'il y a eu beaucoup de problèmes sociaux, éthiques, moraux, religieux qui ont entouré cette transformation. Et donc, il fallait donc, en fait, le geste n'était justifiable que s'il y avait stérilité et infertilité diagnostiquées. Et donc, pour rendre la PMA acceptable, moralement et socialement, de toute façon, on ne considérait que les questions que les scientifiques, les médecins, jugeaient comme étant des diagnostics avérés de stérilité et d'infertilité. Par ailleurs, l'assistance médicale à la procréation s'est fondée en France sur l'idéal moral et économique du don, tel qu'il prévalait pour le don de sang. Et c'est le modèle du don de sang qui a aidé à construire les sécos. Alors, les sécos, ça veut dire les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme, qui, en France, détiennent le monopole des compétences biomédicales en matière de collecte, de conservation, d'insémination ou de transfert des embryons. Ce modèle français, il est très particulier. C'est un modèle d'assistance médicale à la procréation qui est bâti sur des normes et des valeurs qui le précèdent, mais qu'il va aussi redéfinir et rematérialiser. C'est un modèle centralisé, étatique, sans doute paternaliste, de gestion de la santé par le corps médical, et un modèle national, voire nationaliste de la reproduction, en même temps qu'il hérite aussi d'une conception genrée et naturalisante de la fonction reproductive. Dans le droit, et la pratique de l'aide médicale à la procréation, et donc sous l'autorité double du législateur et des médecins, les normes sociales et de genre sont produites et reproduites par le contrôle très étroit, autant des indications qui autorisent la préservation de la fertilité que des personnes éligibles en termes d'âge, de statut marital, de genre et de sexualité à y accéder. Les traits caractéristiques de cet agencement national sont manifestes, par exemple, dans la controverse qui a entouré, avant la loi de 2021, l'accès des femmes françaises à l'autoconservation ovocytaire pour raison d'âge ou sociétale. De quoi s'agit-il ? Il a donc été discuté du droit des femmes, à partir du moment où on a disposé de la technique qui est stabilisée vers 2010, la technique de cryopréservation des ovocytes, de savoir si donc les femmes pouvaient en fait conserver des ovocytes jeunes pour favoriser les chances d'une procréation et d'une grossesse future, puisqu'au fond, les travaux démographiques, biologiques, épidémiologiques ont commencé à montrer que, contrairement à ce qu'on imaginait, la baisse de la fertilité était très importante chez les femmes et commençait bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. En tout cas, on a posé cette question comme un problème public. La loi de bioéthique de 2011, donc peu de temps après que la technologie de la cryopréservation de l'ovocyte ait été acquise, c'est plus compliqué de congeler un ovocyte que du sperme. Le sperme, on le congèle depuis plus longtemps. Elle va en fait permettre, mais elle est appliquée seulement en 2015, à toute femme de conserver pour elle-même la moitié des gamètes recueillis pour une procréation future, mais à condition, donc ça, il n'y a que les Français qui ont inventé ça, à condition que les premiers ovocytes soient prélevés et donnés dans les banques d'ovocytes. Donc, on pourrait dire, entre guillemets, livrés à la nation, à destination des couples infertiles ayant besoin d'un ovule. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment la biopolitique est donc à l'œuvre, les catégories du possible sont à l'œuvre dans la gestion de l'accès aux technologies et des ayants droit à ces technologies. Donc la France a été le seul pays au monde, parce que là maintenant je commence à avoir une petite vision avec toutes les enquêtes qu'on fait assez vastes, qui a donc mis cette clause qui est héritière de son histoire de banque de dons, cette clause restrictive où au fond les femmes pouvaient utiliser pour elles-mêmes leurs ovocytes dans un contexte qui était défini néanmoins, une fois qu'elles avaient pu faire la preuve qu'au moment du prélèvement, elles avaient suffisamment d'ovocytes à donner à la banque d'ovocytes. Alors, le deuxième exemple sur lequel je voudrais aller, si j'ai encore un peu de temps, ouais. C'était d'aller sur la question de la stérilisation imposée à la préservation de la fertilité des personnes trans, qui est donc la deuxième enquête sur laquelle on a travaillé récemment avec une jeune équipe,
et qui est très intéressante dans la façon, donc de nouveau, toutes ces questions sont conjointement travaillées par les sciences, les technologies, le droit, le travail médical, etc. En 2 mots, on pourrait dire que les parcours de transition de sexe-genre, parce qu'on parlait de transition de sexe, puis on a parlé de transition de genre, ont été historiquement, entre les années 50-60 et 80-90 du XXe siècle, ont consisté à réinstaurer un ordre binaire de genre, puisqu'on visait l'hétérosexualité des personnes qui entraient en transition de genre, et leurs orientations sexuelles étaient un des éléments du script par lequel on pouvait les rendre accessibles à cette transition. Donc, dans un contexte où a dominé le modèle dit biologique et naturel, fondé sur la procréation entre hommes et femmes hétérosexuels, l'idée que des personnes transitent de genre, changent d'identité de genre, ne tolérait pas, en fait, la possibilité pour ces personnes qu'elles aient une postérité ou une descendance. En fait, dans la plupart des pays européens et occidentaux, la réassignation sexuelle, les interventions sur les organes génitaux et reproducteurs, donc qui visaient à faire correspondre au genre d'identification, ne donnaient droit à une nouvelle identité à l'état civil que si les opérations effectuées, on pouvait faire la preuve que les personnes avaient été stérilisées de façon irréversible. Donc en fait, pour que les personnes soient éligibles au changement d'état civil dans la plupart des pays d'Europe, on demandait aux autorités médicales de produire un certificat de stérilisation irréversible. Donc pour que les personnes changent de genre, il faut qu'elles renoncent à la reproduction. C'est en gros ce qui est aussi une doctrine biopolitique qui est intéressante dans la plupart des pays européens. Cette doctrine, elle a été questionnée au milieu des années 2010 par le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, et progressivement, il y a eu un changement de paradigme qui est intervenu en France à partir de 2016. Et désormais, mais sans que le législateur véritablement prenne des décisions fermes, puisqu'on le sait, les personnes trans n'ont pas été prises en considération dans la loi de 2021, les personnes trans n'ont plus à choisir entre changement de genre à l'état civil et fertilité. L'idée qu'imposer un choix entre transition de genre et fertilité est préjudiciable pour les personnes trans, qui pour certaines aspirent à pouvoir procréer avec leurs propres gamètes pendant ou après leur transition, c'est progressivement diffusé dans les littératures juridiques et médicales. Mais donc, comme je le mentionnais, le législateur a volontairement omis de traiter du cas de ces personnes dans le cadre de la nouvelle loi de bioéthique votée en 2021, et donc les a laissés sans possibilité d'accomplir des gestes ou d'être bénéficiaires de certains services procréatifs en dehors d'une forme d'illégalité. C'est pour ça que je parle de troubles dans le genre et de troubles dans la reproduction, puisque le trouble dans les catégories de genre, qui est donc suscité par les initiatives biomédicales elles-mêmes, c'est-à-dire par le déploiement de toute une série de technologies biomédicales, il s'alimente de la demande sociale, on pourrait dire, et des transformations de sexe-genre qui existent dans la société, et il produit aussi de nouvelles entités, donc qui sont à la fois des entités ou des ontologies, comme dirait Latour, compliquées, des gamètes, des embryons qui sont congelés ou des ovocytes, donc des entités qui n'ont pas franchement d'ontologie stable, qui sont attachées à toute une série de background et d'infrastructures techniques, mais aussi entourées de toute une série de corpus et de normes. Et puis de l'autre côté, on a des individus qui eux-mêmes sont plus ou moins attachés ou détachés, puisqu'ils questionnent en fait l'ordre productif, l'ordre de genre, par leurs existences, par leur vie elle-même. Et c'est peut-être sur ça que je voudrais insister pour finir, de vous inviter donc de penser que finalement le grand tournant dans le sexe-genre et les questions de sciences et de techniques des 30 dernières années, c'est bien qu'il y a une modification, une pluralisation des identités, une pluralisation des usages des technologies, et que, donc je ne vais pas parler de l'enquête qu'on a fait, mais donc je ferai juste un petit peu de publicité pour la petite brochure magnifique que nous avons faite, illustrée à destination des publics concernés, et puis j'en ai quelques exemplaires s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui est la version accessible d'un travail qui par ailleurs a été publié, dont il est publié toute une série d'éléments. Donc au fond, pour conclure, troubles dans l'ordre progressif et de genre, mais aussi troubles dans les catégories biomédicales. On est donc dans un moment où
beaucoup plus fluide, beaucoup plus plastique, où les frontières sont travaillées, elles sont au travail, et notre social comme notre science les travaille de façon ordinaire et tous les jours. C'est un petit peu ce que je dois dire rapidement pour finir. Merci beaucoup, chère Delphine, pour cette passionnante communication qui, je n'en doute pas, va susciter sans doute des questions, peut-être même des débats. Je m'en voudrais de les limiter dans le temps, mais en même temps aussi, je dois regarder l'horloge. Y a-t-il donc qui souhaite prendre la parole? Merci beaucoup. C'était très éclairant. Moi qui travaille sur l'Antiquité, il y a toute une série de questions que je ne me suis pas posées. Et en vous écoutant, j'en prends la mesure. Vous avez à un moment donné parlé de la contraception. Et vous avez eu cette question, pourquoi la pilule est-elle féminine? Oui. Ce que je trouve évidemment très, très éclairant comme question en fonction de votre exposé. Mais j'ai envie de dire heureusement qu'elle est féminine. Parce que c'est quand même ce qui a permis le contrôle de la fécondité par les femmes elles-mêmes. Donc voilà, je voulais juste, si vous voulez, bon, je sais qu'aujourd'hui la pilule est beaucoup mise en question dans la littérature médicale et bon, pour toute une série de questions. Ma propre mère est de cette génération qui l'a prise, voilà, quand elle venait de sortir dans les années 60, et ça a été une véritable libération. Et donc, voilà, je voulais en fait un peu déplacer votre question. Pourquoi la pilule est-elle féminine? On voit bien, vous l'avez bien montré, que c'est cette hypermédicalisation du corps des femmes qui est sans doute une partie de la réponse, mais d'un point de vue un peu provoquant, j'ai envie de dire heureusement qu'elle était féminine. Oui, donc moi je n'ai pas forcément de point de vue moral sur le sujet, c'est-à-dire ce qui est intéressant en histoire des sciences, voilà, en histoire des sciences et des techniques et du genre, ce qui est intéressant c'est de reprendre les généalogies techniques et sociales, c'est-à-dire que au fond, alors il y a pas mal de travaux, il y a Lara Marx, il y a Hudson a travaillé sur ces sujets, donc il y a eu des historiennes américaines qui ont essayé de comprendre et redonner aussi un rôle à Margaret Sanger, donc à 3 femmes, à celle qui a financé, parce que son mari était atteint d'une maladie extrêmement grave, donc elle ne voulait pas avoir de descendants, mais ils étaient richissimes, et donc elle a financé le laboratoire de Pincus, par exemple. Donc vous voyez, en fait, entre la branche malthusienne du féminisme malthusien, donc les féministes avec Margaret Sanger, qui est un petit peu l'inventrice du concept de contraceptif féminin universel, et puis cette riche héritière dont le nom m'échappe, Pincus a fait ses premiers tests sur des volontaires infirmières en leur faisant croire qu'il y avait des problèmes de stérilité, en leur faisant croire qu'il allait les régler. Donc il y avait des questions éthiques dans les dispositifs expérimentaux qui n'ont pas cessé sur l'ensemble des technologies contraceptives, parce qu'on a beaucoup exporté à Porto Rico, par exemple, tester une partie du programme contraceptif. Donc voilà, moi je m'intéresse à la dépendance technosociale des choses, c'est-à-dire de regarder comment les connaissances, si vous voulez, ne naissent pas de la pure idée ou du pur cerveau de quelqu'un, elles sont déjà insérées dans toute une série de réseaux de pratiques. Par exemple, Hudson montre comment on connaît plus de choses sur les urines féminines parce qu'on a l'habitude de collecter, entre les deux guerres, l'urine des femmes dans le cadre de la grossesse. Et donc, on n'a pas d'équivalent de collecte facile de l'urine des hommes. Et donc, il y a une grande controverse scientifique dans les années 30 pour savoir si, est-ce qu'il y a bien 2 hormones, et chacune serait le flacon de la masculinité d'une part et de la féminité d'autre part. Et on va aller chercher en fait des urines masculines, là on peut les trouver chez les prisonniers. Donc on récupère plein d'urines de prisonniers pour faire une série d'analyses des hormones qu'ils ont. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec des taux de progestérone qui sont problématiques. Et il y a une controverse médicale, alors j'ai un peu oublié le détail, dans les années 30, entre différents savants de l'endocrinologie. Et certains vont dire, mais en fait, ces hommes ne sont pas des vrais hommes puisqu'ils sont en prison, donc ils sont émasculés, puisqu'ils ne peuvent pas avoir leur vie sexuelle habituelle. C'est pour ça que vous trouvez des présences d'hormones féminines dedans. Vous voyez. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment les conditions, on pourrait dire matérielles, structurelles, et la façon dont elles s'élaborent sur le long terme, ont des effets dans les questions scientifiques qu'on se pose, donc les questions qu'on s'autorise à poser
au laboratoire, ça, mais aussi ont des effets dans les questions qu'on ne se pose pas. Donc voilà, donc on prend des itinéraires et c'est largement tributaire de l'ensemble des ressources. Et donc, et je pense que les gens qui travaillent en laboratoire, ils le savent en fait, d'une certaine façon, que la dimension matérielle, elle est toujours extrêmement présente. Les crédits qu'on a ou qu'on n'a pas, le matériau biologique dont on dispose ou pas, les caractéristiques des types d'animaux ou des modèles sur lesquels on va travailler. Donc, toutes ces dimensions, on doit les faire re-rentrer dans l'histoire des sciences pour comprendre, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, j'ai pas de vision. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation fascinante. Moi, j'ai appris énormément. J'avais une question sur le pourcentage de FIVIXI, sur un plan un petit peu technique. Finalement, ce que vous montrez, c'est que même dans des contextes d'infertilité masculine, le poids véritable de la procréation dans le contexte de la FIVIXI va être porté par la femme. Donc, je me demandais quelle était la proportion ou la tendance, finalement, en termes d'infertilité. Dans quel contexte est-ce qu'on va utiliser plutôt l'un ou l'autre, et à quel point est-ce qu'on peut justement favoriser ou pas, ou essayer d'alléger ce poids qui va être finalement à la fin porté par la femme en termes de stimulation hormonale, de traitements chirurgicaux, de suivi, etc. Alors, à ma connaissance aujourd'hui, je pense qu'on doit être à 90 ou 15% de d'ICSI, et d'autant plus que ça facilite le travail en biologie, enfin, dans le laboratoire. C'est-à-dire que on a le hasard de laisser la rencontre entre l'ovocyte et le liquide spermatique se faire dans un bain de pétri est trop coûteux en temps, etc. Donc là, c'est beaucoup plus simple, en fait, c'est comme ça. Enfin, il y a une logique technique, une logique technologique de rentabilité, d'efficacité, qui devient aussi un critère de qualité, en fait, pour les laboratoires qui font, enfin, pour les labos qui font la fertilité. Donc du coup, là, maintenant, on n'a pratiquement plus de FIV autre que de l'ICSI. On est vraiment sur l'ICSI. Du coup, je ne peux pas répondre vraiment sur la proportion, c'est une bonne question, sur la prévalence de ce qu'on accorde, de ce qu'on attribue à l'infertilité masculine et de ce qu'on attribue à l'infertilité masculine dans les prises en charge des couples hétérosexuels. C'est vrai que là, la question, c'est qu'au fond, le modèle de la reproduction médicalement assistée, il s'est lui-même progressivement détaché de la contrainte de l'infertilité, puisqu'il se propose de résoudre des questions qui ne sont plus, alors qu'on a appelées sociétales, justement, qui ont à voir avec d'autres modes de vie. C'est-à-dire que la médecine de la reproduction vient satisfaire des modes de vie, en fait, et non pas traiter. Donc, ça a été extrêmement disputé, et ça, on le voit, la résistance antibiotique est toujours extrêmement forte. Par exemple, la loi de 21, ou tout ce qui est législation sur les personnes, enfin tout ça, et comment s'appelle, la grande autorité médicale en France, j'ai oublié son nom, le Conseil national des médecins, s'oppose encore, par exemple, à la possibilité pour les femmes d'utiliser leur propre ovocyte en 2020, juste avant le passage de la loi. Donc c'est parce qu'il y a aussi des médecins de la reproduction et puis des militantes qui sont mobilisées ensemble que finalement le texte a pu être modifié et passé. Mais voilà, on a des contextes plus ou moins réceptifs à ce genre de demandes, contextes nationaux. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci Delphine Gardet.